Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Aujourd'hui, je m'entretiens avec 3 invités dans une configuration un peu inhabituelle, puisque cette discussion a été rendue possible par notre partenariat professionnel et amical avec la librairie Vigna, qui est la librairie féministe et LGBT et plein d'autres choses, qui se trouve rue de Lille à Nice. Et c'est donc la librairie Vigna qui est aujourd'hui la puissance invitante, puisqu'elle accueille ce soir une soirée de lancement de la version française du livre de Jack Halberstam, Trans, sous-titré Brève histoire de la variabilité de genre, qui est paru chez Libertalia à la fin de l'année 2023. Et je reçois à cette occasion 3 des traductrices qui ont participé à ce projet éditorial. En face de moi, Sarah Netter. Bonjour Sarah. Bonjour. Et à distance, en Dordogne, je crois, Emma Biget. Bonjour Emma. Bonjour. Et à Bruxelles, Floswad Benadi. Bonjour Floswad. Bonjour tout le monde. Donc le livre de Jack Halberstam, je l'ai dit, s'appelle Trans, suivi d'un astérisque et sous-titré Brève histoire de la variabilité de genre, même si la dimension historique n'est qu'un axe parmi de nombreux autres du livre. C'est un texte qui aborde beaucoup de questions. Il y a un chapitre sur l'enfant trans, il y a un chapitre sur l'antagonisme entre les différentes générations de personnes trans, il y a un chapitre sur le féminisme transphobe, ce qu'on appelle volontiers aujourd'hui les TERF. C'est un livre très érudit qui fait appel à des concepts et des réflexions théoriques très récentes, mais qui fait également référence à un certain nombre de films et de séries, avec l'apparition inattendue des Monty Python, et d'un film dont on n'avait pas forcément imaginé qu'on pouvait en faire une lecture queer, en l'occurrence la vie de Brian. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir dans notre échange. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que c'est un livre relativement récent, puisqu'il date de 2018, et c'est assez rare d'avoir un temps aussi court entre la sortie en anglais et l'arrivée en français d'un texte sur ces problématiques. Et donc c'est assez précieux d'avoir un point de vue très contemporain sur ces questions. Alors pour commencer, je vous propose de vous présenter, peut-être pas individuellement, puisque vous appartenez à un groupe de traductrices intéressées par les textes queer et féministes, et que vous vous désignez comme une collective sous le nom de Dans ma langue. Donc dans ma langue, qui êtes-vous et que faites-vous ? Eh ben, merci Christophe pour cette superbe introduction. Donc, dans ma langue, ça a commencé, il me semble, je n'étais pas encore là, avec donc Emma Biget et Léolove Gentil, qui ont eu cette envie de traduire Trans Astérix de Jack Halberstam et qui ont commencé à organiser des séances de traduction collective qui étaient des pratiques personnelles qu'elles avaient déjà en visio pendant le confinement, et qui a réuni un certain nombre de personnes donc, qui sont mentionnées à la fin du livre et dont je vais lire les prénoms et les noms. Donc Mathilde Delaporte, Léolove Gentil, Emma Biget, Gabrielle Blanc, Eden Lebeg Alaya, moi-même, Eva Perrotta et Nemo Turban. Et donc ce sont des séances qui ont commencé en visio pendant le confinement comme un moyen aussi de pouvoir se poser des questions ensemble, de garder du lien avec des personnes qui ne se connaissaient pas forcément entre elles. Moi j'ai rejoint ces séances-là il y a 2 ans et demi maintenant, pendant encore la période du Covid. Et donc, c'était ce texte Trans Astérix de Jack Halberstam qui a pu être traduit collectivement pendant un temps assez long. C'était aussi j'ai l'impression que c'est un endroit où on a envie de se donner le temps, chose qu'on n'a pas forcément dans nos pratiques respectives du fait de nos différents endroits. Ce sont des personnes aussi assez diverses dans le sens où il y a des personnes étudiantes en art ou pas, il y a des personnes dans des vies professionnelles diverses et variées, de la restauration à la musique, à l'université, à la danse. Et c'est un groupe ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, toute personne qui se sent concernée par ces enjeux de traduction collective et de pratiques transféministes est bienvenue pour nous rejoindre sur ces séances qui sont toujours en visio. Même si on aimerait en faire plus dans la vraie vie entre nous,
chose qu'on a expérimenté pour la première fois à Marseille lors d'une résidence de traduction qui a eu lieu dans une bibliothèque associative plutôt à tendance lesbienne mais féministe queer qui s'appelle Fifi Turin. Donc voici pour la présentation. Peut-être que Emma, tu voudrais revenir sur pourquoi ça s'appelle Dans ma langue, parce que c'est aussi grâce à toi et Léo Love qu'on a eu cette découverte et qu'on a choisi collectivement ce titre, qu'on a monté en association, donc il y a un statut aussi juridique et administratif. Oui, Dans ma langue, c'est un nom qui vient d'une pièce, une œuvre vidéo une artiste autiste non-binaire qui s'appelle Mel Baggs. Et Mel Baggs a donc fait cette pièce qui consiste en 2 moments. Je vais un peu la spoiler. Le premier moment est un film de ses interactions avec son environnement, où on l'entend chanter, et elle sonne en relation avec l'environnement, et elle bouge, et elle fait des tas de mouvements, des co-vibrations avec la pièce où elle vit. Et puis la vidéo s'interrompt et on passe dans un moment qui s'intitule A Translation, une traduction, où elle écrit un texte qui est lu par une machine vocale, une traductrice vocale automatique, qui explique que ce qu'on vient de voir, loin d'être un freak show censé montrer les bizarre workings, les drôles de manières de faire des personnes autistes, est une manière d'attester de la richesse de la relation à l'environnement. Et d'une manière à la fois unique et déconsidérée d'être en relation avec le monde. Et donc, cette pièce, elle s'appelle In My Language, dans ma langue ou dans mon langage, ce qui nous a donné un peu envie de lui shipper son nom, d'abord parce qu'il est question de traduction, parce qu'il est question d'intraduisible ou de caractéristiques de certains êtres qui sont considérés comme incompréhensibles, et ensuite parce qu'il y est très littéralement question de qu'est-ce que c'est que de faire passer d'une langue à l'autre, que cette langue soit une langue parlée comme l'anglais vers le français pour le cas de Transastérisque qu'on a traduit ensemble, ou que cette langue soit d'une autre teneur, comme il y a beaucoup d'artistes dans la collective. C'est une des opérations par lesquelles beaucoup d'entre nous passons, qui est de traduire d'un médium à l'autre, d'un monde à l'autre, et ça nous paraissait important de pointer ces choses-là. Puis la dernière chose, c'est Mel Baggs, c'est une de nos ancêtres trans qui a fait porter une voix transactiviste, transcript dans le monde et qui valait le coup de renommer. Donc je suis contente d'avoir l'occasion d'en causer maintenant parce qu'on n'en parle pas très souvent. Et en dehors du livre qui vient de paraître chez Libertalia, est-ce qu'il y a d'autres traductions faites par la collective Dans ma langue qu'on peut lire quelque part ? Il y a un Linktree, donc c'est link.ee/dans ma langue, sur lequel on trouve concentrés les quelques traductions qui sont déjà parues, dont 2 entretiens avec Jack Halberstam à l'occasion de sa venue à Paris, qui sont toutes les 2 parues sur le site trouxnoir.org, qui est une revue de militance et études queer, revue de la dissidence sexuelle, je crois qu'elle s'appelle. Donc ça, c'est pour Jack Halberstam est notre seul traduit pour l'instant, mais il y a d'autres traductions qui sont en cours, et là peut-être l'un d'entre vous, Sarah ou Floswad, voulait en parler, des traductions qui sont en cours? Donc oui, on traduit un texte avec d'autres personnes de Crash Room, qui est du coup une collective suisse. Et donc c'est un texte dont j'ai oublié le nom, parce que j'ai des problèmes de mémoire. Mais ça parle en tout cas de ne recuire, et c'est une introduction à un texte plus long qui est trouvable sur internet en fait. Donc ça, c'est aussi
je trouve qu'il y a quand même quelque chose de différent de traduire un texte qui est déjà présent, qui est accessible, de manière libre que dans un livre que tu dois aller trouver dans un endroit, quoi. Et donc là, c'est un peu un featuring, un mash-up de différentes personnes, avec Emma et puis, Nemo, qui font partie d'une autre collective qui s'appelle Emma, je te donne la parole car j'ai oublié. Les Andis tordus. Les Auditeurs du Et voilà. Et voilà et on traduit, là, on est qu'au début, mais donc oui, c'est moi, je découvre, fort parce que j'ai comme je disais, bah, j'ai jamais traduit ou même lu de contenu autour de ça, donc c'est aussi, plein de découvertes, voilà. Jacques Halberstam n'est pas extrêmement connu en France. C'est le premier livre de lui qui est traduit en français. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous pourrait nous présenter qui est Jacques Halberstam et peut-être aussi qu'est-ce qui fait sa singularité par rapport à d'autres figures plus médiatisées en France comme Paul Preciado ou Sam Boursier une des manières de le présenter, ça pourrait être dire c'est un grand-père de la théorie queer, ce qui est pas très sympa, ou alors le sports dad of queer theory, qui est parfois un nom qui lui est donné. À savoir le papa coach de la théorie queer, parce qu'il joue souvent un rôle un peu de on va se calmer les enfants, peut-être nos conflits intergénérationnels sont pas si graves que ça, l'essentiel c'est de lutter contre le capitalisme mondial intégré. Donc bref, il reçoit ces noms un peu là, mais qui sont justifiés par le fait que de fait, il est un des écrivains trans, queer, à la fois les plus prolifiques et les plus anciens, puisque dès les années 90, dès le début des années 90, il publie un certain nombre de textes clés, dont Skin Shows, qui est un texte sur le gothique, la queerness et la race au 19e siècle. Et puis, son livre qui l'a peut-être le rendu le plus célèbre, qui est Female Masculinity, qui va bientôt paraître, d'ailleurs en traduction en français, au Grillage, hem, qui est un livre qui traite des féminités qu'on pourrait dire butch, de certaines, manières d'incarner, la masculinité qui sont pas capturées, par, le genre qu'on dit masculin. Donc il est célèbre pour ses proto-études-là et pour son travail sur les drag kings, un travail pionnier qui a donné lieu à un livre très beau, rempli de photos d'El Grace Volcano. Donc voilà, alors ça c'est un peu son œuvre la plus ancienne, années 90, années 2000. Il a commencé à avoir une célébrité assez importante avec Queer Art of Failure, l'art queer de ne pas réussir. Qui est peut-être son livre le plus lu. Lui en fait l'hypothèse parce qu'il dit après tout, l'échec est probablement la chose la mieux partagée du monde, et ça on peut tous se sentir concernés. Et c'est aussi le livre dans lequel il commence à mettre en place le plus clairement ce qu'il appelle low theory, la théorie basse, qui consiste à être en relation, travailler avec des objets culturels qui sont pas généralement considérés comme appartenant à la bonne culture ou à la haute culture. Donc des séries, comme tu as dit à l'instant, des films, des blockbusters, des films pour enfants, des dessins animés, quoi, qui sont des objets pour lui de théorisation structurante, pas parce que ce sont ça serait des textes extrêmement complexes ou parce qu'ils appartiendraient à la bourgeoisie culturelle, mais parce que ils nous parlent des représentations collectives. Et puis, il s'intéresse beaucoup aux dessins animés et aux œuvres qui sont à destination des enfants parce que, dit-il, il y a une queerness, une queerité caractéristique de l'enfance, qui fait que les productions culturelles qui leur sont adressées, peuvent être intéressantes pour 2 raisons, quoi. Soit, elles s'efforcent de les redresser et de les orienter vers un bon destin hétérosexuel ou hétéronormé, soit elles s'efforcent de se prêter à leur queerité et du coup, en ce cas-là, on a affaire à des objets
qui vont nous parler de révolution féministe, de révolution queer et crip, etc. Pour moi, la chose la plus belle, et toute la plus belle analyse qu'il propose, et qui est peut-être symptomatique de ça, c'est l'analyse qu'il propose du monde de Nemo, qui est décrit par Albert Stamm comme l'aventure d'un petit poisson crip. Il se trouve qu'il a une nageoire qui est un peu atrophiée. Un petit poisson crip dont le papa, enfin Marlin, dans l'original, est plus probablement une maman, puisque chez les poissons clowns, quand les pères perdent les mères, ils transitionnent M2F, enfin ils deviennent des femelles. Donc petit poisson crip d'une maman trans qui mène une révolution de toutes les créatures exotisées dans l'aquarium pour rejoindre le grand dehors. Bref, voilà, il fait ce genre de lecture un petit peu, je sais pas comment dire, punchy, d'œuvres un peu classiques. Et c'est, je crois, globalement, l'art d'Albert Stamm, si je devais le présenter, c'est rendre accessible à travers des objets culturels communs des questions assez fondamentales des luttes et des théories queer, en nous confrontant à des objets auxquels on est confronté en fait tous les jours. Moi, je voulais juste rajouter que c'est une personne états-unienne et blanche, parce que c'est une personne qui se situe énormément et qui situe énormément son travail dans ses productions théoriques, comme lorsqu'il intervient oralement. Voilà, c'était juste pour remettre ça aussi, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup discuté, je pense, dans ce livre et en général. Et Emma, tu évoquais effectivement la lecture du monde de Nemo par Albert Stamm. Ceux qui seraient intéressés d'y voir de plus près peuvent déjà lire ta traduction en français d'un extrait du livre The Queer Art of Failure qui a été publié par la revue Multitude. Et il y a, je crois, un projet de traduction complète. Donc, vous pouvez peut-être nous dire un petit mot. On en est carrément à la fin. Tout ce que tu as décrit là, Emma, avec Nemo, etc. aussi, on est passé par là. On passe aussi par d'autres exemples de films américains, grand public, quoi. Mais oui, donc on se retrouve. On a eu différents fonctionnements, mais là, on est plutôt sur proposer une fois par semaine de se retrouver. Et puis, si on est 3, on est 3. Si on est 2, on est 2. Si on est tout seul, les personnes peuvent aussi décider de traduire un petit bout seul, et la séance d'après, on fait une relecture de ce qui a été écrit. Après, ouais, ce qui est vraiment intéressant, c'est de décortiquer un texte à plusieurs. En fait, moi, c'est ce que je trouve dans cet exercice-là, et aussi un peu confronter nos interprétations d'une langue. Il y a des personnes qui ont plus l'habitude de lire de la théorie, ou qui ont juste plus l'habitude aussi de lire le travail de Jack Albert Stamm, donc qui connaissent un peu son phrasé et ses manières de s'exprimer. Donc ouais, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Effectivement, aussi quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais qu'il est professeur, donc c'est à Columbia notamment, et donc, mais je pense qu'on abordera ça après quand on parlera de traduction, sur sa langue, ses langues et son écriture aussi, qui se situe à des endroits qui viennent de l'universitaire, mais aussi de l'autothéorie, avec une langue personnelle qui est hyper intéressante à traduire. Oui, il a fait ses études il est britannique américain, il a fait ses études en Grande-Bretagne. Il part d'un endroit de savoir et de production du savoir extrêmement classique, enfin qui appartient à la littérature comparée et à une certaine attention un peu précieuse, on pourrait dire, à la langue. Des fois, il en désespère un peu, au sens où il se dit j'aimerais bien écrire enfin mon livre qui serait accessible à tout le monde. Et il a fait différentes tentatives, comme Gaga Feminism, qui est un livre modérément plus accessible que les autres, etc. Et donc, il joue un peu, il s'efforce depuis un niveau, à la fois un niveau de langage et une pratique culturelle très particulière, qui est celle de l'université anglaise puis américaine. Il essaye de la défigurer un petit peu, c'est-à-dire de descendre, mais bon, des fois, il est rattrapé, quoi. Enfin, Le titre du livre
C'est donc trans suivi d'un astérisque, et j'ai remarqué que depuis le début de l'entretien, vous verbalisez d'ailleurs l'astérisque. Et c'est l'un des points de départ de la réflexion qu'il propose dans cet ouvrage. Alors, l'astérisque, c'est cet opérateur bien connu de nous autres bibliothécaires et documentalistes, qui est très précieux en recherche documentaire, donc ce qu'on appelle l'opérateur de troncature, donc qui permet d'appeler tous les mots qui ont un même préfixe, et que Halberstam utilise comme une suspension, comme un refus de l'idée de destination dans la transition. Et c'est effectivement l'un des points de départ du livre, je crois, qui est ce constat de l'insuffisance des nouveaux termes qui peuvent se multiplier. Il ironise un petit peu sur les 51 catégories de Facebook. Et il fait une citation de Maggie Nelson, tirée des Argonautes, que je résiste pas au plaisir de lire. Les mots changent suivant qui les utilise, on ne s'en sort pas. La solution n'est pas d'introduire simplement de nouveaux mots, boy, cisgenre, androphage, etc., et puis d'entreprendre de réifier leur signification, même s'il y aurait clairement là de la puissance et du pragmatisme. Il faut également s'éveiller à la multitude des usages possibles, des contextes possibles, des ailes avec lesquelles chaque mot s'envole. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous pourrait revenir sur ce point de départ du livre, cette question de la nominalisation et de son insuffisance? Ouais, je sais pas si je vais exactement répondre à ça, mais en tout cas, rajouter une couche. Moi, donc dans mon prénom, enfin, quand j'ai commencé ma transition, pendant mon Erasmus, hors de la ville Arson, je trouve ça important de préciser. Du coup, j'ai décidé de changer de prénom comme beaucoup de personnes trans font parfois, ou des personnes non binaires. Et donc, c'est Flo, et j'ai rajouté un astérix, et j'ai rajouté Suède, qui est donc mon prénom marocain que ma famille m'a donné. Et en fait, c'est assez drôle parce que donc moi, j'avais lu il y a fort longtemps, et c'était Sarah qui m'en avait donné quand je pense j'étais en première ou deuxième année, et donc Sarah devait être en troisième, le bouquin de Sam Boursier, Le triangle à la licorne qui pète. Et j'avais pas compris grand-chose au bouquin, mais en tout cas, j'avais compris cette question de l'astérix, et en tout cas, parce que pareil, Sam Boursier disait que il utilisait trans avec l'utilisation de l'astérix. Et c'est un peu pareil que pour Jack Halberstam, mais c'était plutôt l'idée que c'est une étoile, et donc c'est une forme d'infini, et donc tu ne peux pas contenir quelque chose. Et je pense que moi, ça m'a fort marqué, juste de dire: «Bah ouais, c'est les étoiles, les personnes trans sont des stars». Et que, en fait, dans une langue très désagréable que peut être la langue parfois française, il y avait quand même des petites pépites comme ça, typographiques, et pas que typographiques, mais aussi de ce que ça voulait dire, qu'on pouvait mettre à notre sauce, quoi. Et donc moi ça m'avait fait remarquer. Et je l'ai utilisé, ça m'a marqué, même si le bouquin m'a pas marqué en soi. Ça m'a marqué, et donc voilà. Et toi, Flossois, tu as un point de vue particulier aussi sur ces questions, parce que tu travailles beaucoup avec la typographie, et c'est aussi une manière, j'imagine, de créer des effets de suspension par la graphie des mots. Ouais, c'est vrai que c'est hyper beau de voir, dans les typos, de regarder les glyphes, ouais, donc dont les glyphes, c'est un peu, E, ou par exemple, le E, c'est un glyphe, et la point d'exclamation, c'est un glyphe, quoi. Ça veut dire c'est un glyphe. Et de regarder aussi les attentions qui sont mises aux glyphes. Et ça, notamment la collective Bye Bye Bénéri, que plein de personnes connaissent, je pense, font des trucs trop chouettes. Mais oui, voilà, c'est ce que j'ai à dire sur l'Astérix. Est-ce que, Emma, tu voulais parler d'Astérix et de potentiel? Oui, j'étais en train de penser, enfin, la première chose à laquelle j'étais en train de penser, c'est ce que tu as dit, Christophe, sur la manière dont les catégories dont on dispose pour se nommer ont un statut ambivalent. Enfin, ça peut être une bonne chose pour pouvoir se reconnaître que d'avoir un mot pour se dire, mais il y a le problème que du coup, ça sert aussi, disons, au capital, à la publicité, enfin, à l'industrie de la publicité, et à différentes
administrations à pouvoir mieux nous réglementer ou nous repérer, ce qui n'est pas toujours un avantage, ce qui peut même être menaçant pour un certain nombre de personnes. Et du coup, il y a toutes ces ambivalences qui traînent autour de la multiplication des noms pour se dire, dont Facebook est un symptôme. Enfin, les 51 genres sur Facebook sont un symptôme. Et du coup, effectivement, l'astérisque offre une espèce de position de fugitive à l'égard de cette logique de la cadastrale ou catégorielle, quoi. On échappe à cette impulsion. Alors, il y a plein de manières de raconter les histoires de cet astérisque. Les étoiles de Sam Boursier. Boursier, dans le triangle de la licorne qui pète, dit aussi Trans est tellement joli qu'on a envie de lui mettre une décoration, un peu comme un sapin. Oui. Et une autre image qui est amenée par cette fois Eva Hayward et Jamie Van Stein, dont s'inspire Albert Stamm dans le bouquin, c'est celle, alors soit des pollens qui veulent s'agripper, enfin c'est comme des petites, comme les pollens des pissenlits, quoi, hein, qui ont des petits parachutes pour aller voler, ou les pseudopodes des amibes. Vous voyez ces petites créatures plus ou moins unicellulaires qui ressemblent plutôt à des blobs et qui, quand elles commencent à avoir faim, étendent des bras. Donc du blob sort un petit bras qui va venir à la rencontre du monde, et puis si elle échoue, eh ben, le bras va se rétracter, et puis si la partie du monde est intéressante, notamment si c'est de la bouffe, eh ben, l'amibe va se rapprocher de la chose et l'envelopper. Et donc, Eva Hayward et Jamie Van Stein, dans un texte qui parle justement de l'articulation entre entre les études trans et les études animales, se disent, et donc dans un texte qui s'appelle Tranimalities, se propose de réclamer l'astérisque de cette activité gourmande, d'aller chercher d'autres choses auxquelles se rattacher, qui ne sont pas forcément seulement des genres humains et qui peuvent être aussi d'autres espèces, c'est-à-dire d'autres créatures desquelles on souhaiterait pouvoir simultanément se réclamer, aux côtés desquelles on voudrait pouvoir lutter, et du coup qui permettent de faire quitter trans du seul domaine des luttes humaines, sociales, de justice sociale, qui sont très importantes, mais qui n'existent pas si elles ne se connectent pas avec d'autres luttes, notamment environnementales. Et j'ai l'impression qu'il y a également cette envie et démonstrativité de refuser les classifications, notamment par rapport au domaine médical et aussi à l'amour de la définition qu'on peut avoir construit avec des langages hégémoniques, occidentaux et coloniaux, et que c'est un endroit qui permet de remettre en question toute forme de classification qui a été porté comme but pour un soi-disant ordre établi à maintenir en place. Dans le livre, Jacques Halberstam mobilise un concept qui est, si j'ai bien compris, emprunté à Jeanne Vaccaro, qui est l'idée d'épistémologie haptique, notamment sur la question de la représentation des personnes trans et des expériences trans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette idée et peut-être l'illustrer par des exemples pratiques? Oui, Jeanne Vaccaro est une théoricienne transféministe qui a beaucoup travaillé sur la danse et les arts visuels en général. Elle s'est notamment intéressée à la manière dont certaines œuvres suggèrent quelque chose d'autre qu'une appréhension visuelle extérieure d'elle-même. Un exemple classique, on va dire vrai, haptique n'est pas du tout un mot qu'elle mobilise spécifiquement, c'est un mot qui traîne au moins depuis Alois Riegel dans un livre qui était un conservateur de musée autrichien ou allemand, je ne sais plus maintenant, en tout cas qui était chargé de manipuler des bas-reliefs beaucoup, et de les nettoyer, et d'en prendre soin, et de prendre soin des tapisseries, etc.
Et au bout d'un moment, Riegels a commencé à se dire qu'il y avait toute une catégorie d'œuvres qui étaient faites moins pour l'œil qu'à travers l'œil, pour la main et pour la motricité des personnes qui regardaient. Donc comme s'il y avait des formes qui venaient te toucher ailleurs que dans l'œil, qui venaient te toucher, qui venaient te contaminer, contaminer ta motricité. Et il a proposé d'appeler haptique les œuvres qui avaient ce potentiel quoi, d'activation de ton hapticité. Haptique, c'est juste le mot grec pour tactile. Quoi. Et Jean Vaccaro propose de penser que, étant donné la capture des personnes trans par une certaine logique coloniale de la vision, hein, comment on va classifier, comment on va ranger les genres, les espèces, les êtres en fonction de leur apparaître, étant donné cette capture-là, on aurait peut-être intérêt à penser des œuvres transféministes qui font référence à autre chose que la visualité, l'appréhension de l'extérieur, qui ferait référence plutôt à une expérience qu'on pourrait dire intérieure, interne ou motrice, enfin ça dépend comment on veut le dire. Quoi. Halberstam donne plusieurs exemples dans son œuvre de ça. L'œuvre à laquelle là, je pense maintenant, c'est une œuvre d'une artiste butch, Lisa Belsmer, une œuvre qui s'appelle Tall Girl, qui est une œuvre assez simple. En fait, c'est une très très grosse bande de peinture qui recouvre, qui part du début du mur et qui recouvre jusqu'au plafond. Du coup, voir l'œuvre, c'est déjà être enveloppé par elle. On ne peut pas être dans une relation distante, être saisi de l'objet. Ce n'est pas une œuvre qui est, selon l'apparence, représente un corps humain, mais pourtant son titre nous parle d'un corps humain, Tall Girl. L'idée de Jack Halberstam, c'est de dire « Ah, ça c'est une référence soit aux féminités butch, qui sont considérées comme des femmes trop grandes, trop fortes, soit aux féminités trans, des filles grandes, quoi. Et que ce que fait Lisa Besmer, j'ai oublié son nom exact, là, j'ai un trou, c'est qu'elle nous met dans la situation d'être enveloppés par cette taille haute, plutôt que de la regarder comme si c'était un objet distant, différent de nous, qu'on pourrait pointer du doigt comme une monstruosité, etc. Donc, en général, Halberstam propose d'étendre un peu notre idée de ce que ça serait de travailler sur les représentations trans. Est-ce qu'on pourrait, plutôt que de rester coincé dans juste des questions de la représentation visuelle, de mettre les bons nombres de personnes dans la série, dans le film, etc., mais plutôt se poser la question de comment est-ce qu'on produit le voir, comment est-ce qu'on donne à voir. Et peut-être qu'il y a là des questions qui sont plus profondes, qui pourraient être suggérées à travers ça. L'exemple là qui me vient tout de suite à l'esprit, du coup, c'est Matrix. Parce que Matrix, bon, bah, on pourrait dire l'œuvre transféminine la plus vue de l'histoire, peut-être de l'humanité, en tout cas des 3 dernières décennies, puisqu'elle a été réalisée par deux sœurs transfemmes, les sœurs Wachowski. C'est une œuvre qui apparemment ne contient pas de personnes trans, donc qui ne représente pas des personnes trans, peut-être à l'exception de Switch, mais qui est un personnage un petit peu caché, mais par contre qui peut se présenter, c'est l'argument d'un type qui s'appelle Cale Keegan, qui peut se présenter comme une œuvre qui nous parle de ce que ça serait qu'une expérience trans comme on la traverse, puisque si on résume Matrix très rapidement, c'est l'expérience de quelqu'un qui ne se sent pas très bien, qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, qui passe ses nuits à regarder sur Internet pour trouver des gens comme lui, qui ensuite rencontre des gens très, très bien habillés tout en cuir, qui le convainquent de prendre une pilule pour pouvoir passer de l'autre côté du miroir et atteindre son vrai corps, et lutter contre le capitalisme extractiviste par la fin. Donc on peut dire, voilà, Matrix, on pourrait dire, propose une hapticité, enfin, de ce que c'est que une expérience transgenre, au lieu de nous proposer une vision des personnes trans à proprement parler. Voilà.
Ça me fait penser, par rapport à tout ce que Emma nous expliquait. J'ai lu récemment un livre dont j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui s'appelle Before We Were Trans, A New History of Gender, qui parle justement de comment trouver de manière transhistorique et transnationale, non pas des représentations, mais plutôt des formes de vie avec des indices de non-conformité de genre. Et voilà, c'était juste pour rebondir, parce qu'on parle beaucoup, parce que c'est vrai que Albert Stamm parle beaucoup de production audiovisuelle, mais c'est aussi que ces tendances à considérer ça de manière haptique peuvent se faire autrement que par la représentation audiovisuelle. Et à un autre endroit, il y a aussi ce documentaire qui s'appelle Disclosure, qui a été produit par des personnes trans sur les représentations, l'histoire des représentations audiovisuelles trans, et qui part en fait de l'endroit au début du cinéma aux États-Unis, des grosses productions, de l'intersection entre comment étaient montrées les personnes en non-conformité de genre et des personnes noires. Et il y a aussi, du coup, avec tous ces blackface, cette texturalité, du coup, des représentations. L'un des chapitres est consacré aux relations entre différentes générations de personnes trans et également aux conflits qui peuvent exister entre générations. D'ailleurs, Emma, tu as rappelé en introduction le surnom qui a été donné à Albert Stamm par des militantes dans un contexte précisément de conflit, ce surnom de papa coach de la théorie queer. J'avais envie de prendre ça comme point de départ pour me poser une question plus générale liée au fait que nous savons, nous qui côtoyons ou qui traversons ou éventuellement qui participons à des espaces militants queer ou féministes, que ce sont des lieux avec une certaine conflictualité interne, avec beaucoup de débats, avec des visions de la militance très différentes, avec même des visions théoriques sur les questions fondamentales très opposées. Comment concilier cette vivacité interne dans un contexte de backlash réactionnaire que l'on pourrait même qualifier de planétaire, notamment sur la question trans. D'ailleurs, Albert Stamm, dans la postface qu'il a écrite pour la version française, donc qui date de 2023, évoque cette situation aux États-Unis, cette situation des USA post-Trump. Comment voyez-vous cette question du désaccord militant dans le contexte actuel ? Ça a trait aussi avec ces questions de transmission. Avant de parler de conflit intergénérationnel, c'est peut-être aussi de parler de transmission intergénérationnelle et comment faire en fait pour avoir ces transmissions qui soient non linéaires, qui ne soient pas calquées sur la transmission qu'on nous a inculquée de manière normative. Et c'est lié aussi à un manque du coup de documents, d'archives, mais d'espaces. Quels sont les espaces dans lesquels on peut espérer se retrouver, sachant qu'on est tous catégorisés, isolés ou prétendument isolés. Et pour moi, j'avais envie de parler de ce livre qui s'appelle Joie militante, parce que j'ai l'impression que ça va de pair avec du coup cette pureté et rigidité militante. Et que ce qui nous empêche énormément à ces endroits-là, c'est aussi le faire ensemble, et qu'en fait, dès qu'on se met à faire les choses ensemble ou à essayer de les faire, c'est comme quand tu travailles en restauration, hein, si tu portes pas de plateau, tu vas pas casser de verre, ça c'est sûr. Et que ces endroits de faire ensemble permettent parfois de justement aller au-delà de positions théoriques, identitaires ou idéologues, et du coup de relationnalité, de se remettre en fait dans des politiques affectives et relationnelles. Oui, la première chose que je pourrais dire, c'est le chapitre sur les féminismes, c'est un peu un fact-check de ta présentation, Christophe, ne porte pas justement sur les féminismes TERF, hein, tant qu'il porte plus généralement sur les relations trans et féminisme, et qui justement consiste à affirmer le fait d'une solidarité historique entre les féminismes et les mouvements transgenres, qui a été partiellement capturé par les féminismes TERF, nous faisant croire qu'il y aurait un féminisme historique transphobe, ce qui n'est pas le cas. Il y a un féminisme historique transphobe, c'est vrai, mais il est très mineur. Il y a même une capture, on pourrait dire, du féminisme radical par les transphobes, parce que toutes les féministes radicales ne sont pas transphobes. Et donc, il y a une sorte d'importance à souligner cette contre-histoire, on pourrait dire, d'accueil des mecs trans comme des meufs trans dans les espaces féministes dès les années 70 et bien avant.
Si on parlait du Paris de l'entre-deux-guerres, on pourrait aussi, et si on parlait de Lily Elbe, qui était présente comme une meuf trans lesbienne dans les milieux lesbiens parisiens et européens, on pourrait aussi voilà, arguer de cette longue histoire. Donc il y a aussi cette espèce d'effort de nous redonner un peu de souffle en restituant l'histoire qui est partiellement volée par ces formes de conflictualité particulières qui sont amenées avec le backlash. L'autre chose qui est là pas très centrale chez Halberstam, mais qui pour moi me paraît important, c'est le fait qu'à l'intérieur de ces conflictualités, il y a et on pourrait dire en un sens, grâce à elle, ou en tout cas malgré, ou par devers elle, se développe tout un tas de pratiques de faire justice autrement. Là, je fais allusion au travail d'Elsa Deck, qui vient de paraître aux éditions à la Fabrique, qui parle notamment du mouvement pour la justice transformatrice, qui est un mouvement qui est porté majoritairement par des personnes trans racisées aux États-Unis et au Canada, et qui justement déploie tout un arsenal, tout un ensemble de pratiques pour résister à la tendance à la culture de l'annulation intérieure au mouvement queer, et deux, aux pratiques de justice punitive carcérale que cette culture de l'annulation, qui consiste à rejeter quelqu'une parce qu'elle a dit la mauvaise chose ou parce qu'elle a mal agi, une fois, plusieurs fois, etc. Et plutôt que d'investir cette logique punitive carcérale, de proposer des stratégies de résolution des conflits, de proposer des analyses structurelles et des pratiques collectives comme, je sais pas, du jardinage, de la construction de logements collectifs, etc. Enfin bref, qui se posent des questions assez fondamentales sur les pratiques de justice et qui du coup le fait depuis l'endroit justement de l'expérience de rencontrer ces conflits intérieurs qui sont comment dire, une réplication des conflits avec la société dans son ensemble. Mais contrairement à la société dans son ensemble, justement, on pourrait dire les mouvements queer et transféministes ont inventé des stratégies assez puissantes qui font alternative aux logiques punitives, et ça, je crois que c'est à célébrer. Floswed. Oui, je pense que c'est... Enfin, moi, en fait, la question je pense que c'est pas du tout un truc que je sens personnellement. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, aller d'un point de vue très personnel, mais où je suis en tout cas à Bruxelles, la communauté trans et queer, en fait, elle est juste occupée à faire de la solidarité. Et qu'en fait, à la fin de la journée, en fait, il y a des gens qui ont pas de maison, il y a des gens qui se font têche de chez eux, qui ont pas, enfin plein de vraiment du coup, ouais, de violence qui est bien réelle et qui fait qu'il y a des gens aussi qui meurent. Du coup, je pense que, en fait, les personnes sont quand même fort occupées à créer de la solidarité, au-delà des avis. En fait. Moi, c'est ça que je vois surtout, et que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort. Hem, Aussi parce qu'il y a pas tant de possibilités, parce que, on n'a pas forcément beaucoup de sous ou quoi, donc c'est plutôt utiliser son temps et son énergie à se soutenir et à penser, des systèmes de redistribution, de survie aussi et de vie. En excluant, personne, en fait. Enfin, je pense qu'on sait que ce que ça fait aussi de se faire exclure, que ça peut présenter du danger et cetera, donc moi, c'est ça que je ressens fort. Mais ça dépend des réalités du terrain, et je pense qu'en fait, c'est aussi ça, dès qu'on recentre sur des questions matérialistes, ça fait que, souvent, ça va un peu plus, on parle un petit peu moins, et souvent on est un peu juste obligé de bouger ses fesses pour que tout le monde ait un endroit où vivre. Voilà. Du coup, je pense que moi, c'est ça que, cette question à quoi ça me fait penser, quoi, ou ce que je vois au quotidien. On sait que le français est une langue très, très genrée.
Quelles sont les questions que pose la traduction d'un texte comme celui-ci de l'anglais vers le français? Je crois aussi que la langue d'Halberstam est une langue très littéraire, une langue pas forcément facile à traduire. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre expérience de traductrice? Eh bien, pareil, je pense qu'on va tous les trois dérouler nos expériences de perspectives communes parfois, mais différentes aussi, parce que on travaille ensemble dans cette collective, mais on est aussi chacune dans des parcours de traduction assez différents. Et pour commencer rapidement, j'ai l'habitude de plus traduire de l'espagnol vers le français. Et donc c'est aussi un des premiers gros ouvrages dans sa longueur, dans la longueur de la traduction, parce qu'il y a déjà le fait que c'est des temps longs. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que ça implique un temps très long, parce qu'il faut se mettre à traduire, les recherches que ça implique, les questionnements que ça implique, les discussions que ça implique, pouvoir faire des pauses, revenir dessus. Il y a un espace-temps qui peut pas être compressé avec les pratiques de traduction, et qu'effectivement, il fait des phrases très longues, excessivement longues, et il y a aussi le fait qu'en français, il n'y a pas cette création, cette plasticité du langage qui est possible comme elle peut l'être en anglais ou enfin dans les différents anglais, dans les différents espagnols, et que ça nous a posé beaucoup de questions de comment ne pas participer à complexifier ou à rallonger ce texte déjà extrêmement dense. Ça, c'était la première chose. Et aussi pour la deuxième chose, j'ai l'impression que beaucoup des mots qui servent d'autodéfinition, bien qu'elles soient fluides comme butch ou studs ou tellement d'autres, on les a même pas traduits en français. Et ça n'avait pas été traduit ou très peu traduit. Je veux dire, est-ce qu'on se souvient juste du moment de bascule où queer a été potentiellement commencé à traduire par Transpédéguine. Enfin, c'est aussi des choses qui, du coup, le fait de notre intergénérationnalité et de la diversité de nos endroits est hyper importante pour discuter ça. Et c'est des discussions qu'on a aussi sur le fait que qu'est-ce que ça veut dire que on n'ait pas pris la peine de traduire, non pas nous cinq évidemment, mais de contextualiser, de traduire ou de néologiser, mais ce n'est pas suffisant comme on a parlé précédemment. Donc ça pose beaucoup de questions aussi. Et voilà, je ne sais pas si Flossois, Emma, vous voulez rebondir là-dessus. Moi, je traduis plutôt de l'anglais au français. Après, comme je disais, pour moi, apprendre l'anglais, ça m'a sauvé la vie. Et donc, c'est aussi, parce que pour moi, le français, ça a toujours c'est juste une langue qui me met mal à l'aise. Et du coup aussi d'avoir, un endroit, pour essayer de m'y retourner, enfin de lui ouais, de se dire: «Bah, allez, je pars de l'anglais parce que c'est une langue qui me fait du bien et qui est hyper facile, en fait». Pour m'intéresser à la langue française, que je trouve qui est une langue hyper chiante. Donc ouais, pour moi, c'était ça aussi les enjeux mais comme tu as dit Sarah, moi j'adore l'expression transpédébiguine et du coup, c'est aussi de trouver un peu des pépites, qu'on avait aussi oubliées. Une petite chose que je pense était importante, c'était de pas ajouter un appareil de notes qui viendrait faire exister les langues queer comme une espèce de langue étrangère dans la langue française, qu'il faudrait expliquer à un public qu'on supposerait totalement ignorant de ça, ou autrement vu, qu'on supposerait totalement incapable de trouver ces informations par elle-même. Et vraiment, moi, c'était quelque chose que je trouvais juste, et à un moment, on en a discuté avec Libertalia, et je pense que c'était très bien de garder alors c'est pas de l'opacité, parce que voilà, quand on utilise, je sais pas, un mot comme studs, qui est plutôt utilisé par, les personnes transmasculines, racisées aux États-Unis, faut qu'on traduise pour qu'on comprenne que studs renvoie à étalon. Bon, ça c'est hyper important, il faut qu'on comprenne que ce soit ça, mais on va garder le mot comme tel et on va pas expliquer pourquoi ce mot-là existe de cette manière.
parce que c'est pas notre rôle, c'est le rôle du texte lui-même de le déployer, et on va pas, parce que sinon on retombe dans cette logique un peu botanique coloniale. On va t'expliquer toutes les espèces qui existent, et puis on va leur donner des noms latins, comme ça on sera bien sûr que tout le monde, et bon, par là on comprend, toutes les personnes qui parlent latin vont comprendre de quoi il s'agit. Donc on a évité ça, et je trouvais ça assez juste de plutôt faire l'effort de faire venir dans notre langue autant que possible ouais, une espèce d'imaginaire hétérolingue. Enfin, ouais, il y a plein de langues qui s'y mélangent. Ça, c'est ça notre langue. Enfin, et oui, par rapport à la complexité, je pense que, sans, sans vanter la qualité de ce texte, je dirais le texte en français est potentiellement plus simple que le texte en anglais, dans la mesure où, pour traduire, on a été obligé d'en raccourcir les phrases, par exemple, de faire 2 ou 3 phrases avec une grande phrase de Halberstam. Et du coup, ça allège modérément, en tout cas, la lecture, je crois. À côté de vos activités de traduction, vous êtes tous trois artistes dans des champs différents. Halberstam, dans son livre, convoque un certain nombre de références, d'ailleurs non seulement à des œuvres de fiction, mais aussi à des œuvres d'artistes contemporains. J'ai notamment découvert cette œuvre de Sarah Davidman, Ken to be Destroyed, et les dessins de Harry Dodge. Sur cette question de la représentation de l'expérience trans dans les arts visuels notamment, sans tomber dans la fétichisation du corps ou dans le dolorisme, de quelles œuvres vous auriez envie de nous parler, justement, des œuvres qui pourraient être des exemples de ce que Halberstam appelle le transgender gaze? Ben, moi, en fait, j'aime fort les séries. Et donc, je voulais parler d'une série qui s'appelle Sort of, qui est une série canadienne. Je trouve que c'est aussi intéressant parce que si on s'intéresse au Canada, il y a aussi plein de choses à dire, mais donc, comparé aux États-Unis d'Amérique. Mais donc, oui, Sort of, c'est une série plutôt biographique sur une personne non binaire qui s'appelle Sabi, vient d'une famille pakistanaise et qui est aussi nounou de deux jeunes, allez, jeunes ados, enfants, quoi. Et donc, bah, ça parle de sa vie et c'est juste ça, mais du coup, ça parle de plein d'autres choses aussi. Mais, donc, déjà, c'est écrit par une personne, enfin, c'est sa vie, quoi. Et la on va dire, sa transidentité, est à des moments présents, mais c'est pas du tout, un sujet, genre en mode: «Ouh là là, c'est un sujet», mais plus en mode ça existe, quoi. Et donc, moi, je trouve que c'est une très chouette série à regarder et assez belle aussi. Voilà. Super. Bah, moi, j'ai déjà parlé des sœurs Wachowski, mais je vais redire à quel point elles sont sous-lues comme des productrices d'images transgenres et de transgender gaze. Matrix, vu de ce point de vue-là, vaut vraiment le coup. Un film comme Cloud Atlas, qui est le premier film qu'elles ont réalisé out comme trans, est aussi remarquable, qui est un peu fondé sur cette même logique que le livre qui en est à l'origine, qui est une espèce de space opéra où il y a plusieurs générations depuis la traite transatlantique jusqu'à un futur post-racial, plus ou moins problématique d'ailleurs dans le film, mais qui accomplit une espèce de grande traversée des luttes sociales contre le capitalisme extractiviste, et où l'idée générale est de dire chaque petit acte de liberté peut en inspirer d'autres jusqu'à pouvoir renverser le merdier. Elles sont aussi les réalisatrices de V for Vendetta, ce qui est généralement bien ignoré, à savoir le film qui a donné inspiration à Anonymous, son masque de Guy Fawkes. Enfin bref, il y a des objets là comme ça qui valent le coup. Voilà, donc je les renomme. Regardons à nouveau toute la filmographie des sœurs Wachowski. Et l'autre personne à qui je pensais, c'est Nathy Tremblay, qui est une personne non binaire, militant, transféministe
autochtone du Canada qui travaille à l'intersection entre justice transformatrice. Elle dirige Rittenhouse, qui est un peu l'association fondatrice de la justice transformatrice au Canada. Donc, elle dirige cet endroit, mais en même temps, elle a une activité d'artiste qui travaille avec l'écologie, enfin entre écologie et botanique queer, et du coup qui fait des installations dans l'espace public, qui renomme les plantes à la fois contribuant à la pollinisation des parcs de Toronto, mais contribuant à des présences queer dans l'espace public, etc., etc. Et donc, elle fait un travail qui, à mon sens, résume beaucoup des choses et de la richesse que peuvent proposer les regards transgenres, à savoir la lutte contre les formes de carcéralité impliquées dans les conflits et la présence écologique affirmée de vie non normative chez les non-humains. Voilà. Nati tremblait. Et moi, j'ai directement pensé à une personne qui a été à la Villa Arson dans une exposition, c'est fait fort rare, c'est quand même ces dernières années, mais qui avait été invitée dans le cadre de la co-curation entre Mawena Yewesi et Rosanna Puyol, donc Danielle Brathwaite-Shirley, dont j'ai découvert le travail à cette occasion, donc qui est une artiste trans afrodescendante. Et je pense que, comme disaient mes camarades, et par rapport à tout ce que dit Albert Stam, c'est plutôt des perspectives trans et des formes de vie qui sont expérimentées, qui sont mises en œuvre, plutôt que des représentations, et justement à l'inverse des procédés d'esthétisation qui ont quand même cours de manière assez flippante dans les pratiques d'art contemporain, liées aussi à l'autoconisation. Et c'est vrai que du coup cet artiste qui propose d'expérimenter des formes de vie, des récits, des narrations aussi, et de rentrer dans la spéculation ou dans la critical fabulation, comme dirait genre Saadia Hartman. Et ça m'avait beaucoup touchée. Et il y a Jules Bourguin aussi, parce que j'avais envie de mettre ça en parallèle avec une personne que je connais et qui est une artiste merveilleuse qui vit à Marseille et qui a une trentaine d'années et qui donc a une pratique de performance, de film, et qui par ses gays propose justement avoir des récits, des narrations avec des possibilités et situées. Et voilà, du coup je voulais parler d'IL2. Merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses passionnantes et toutes ces recommandations qu'on a hâte d'aller découvrir. Et merci à la librairie Vigna qui a rendu ce moment possible. Et à bientôt. Merci. Merci.